Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. Passer à la deuxième étape de ce colloque sur l'Afghanistan, l'OTAN et les grandes puissances. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir parmi nous Ben Roswell, qui est notre conférencier d'honneur. Quelques mots sur Ben Roswell avant de lui céder la parole. Alors, Ben Roswell est le président et directeur de la recherche au Conseil international du Canada, le CIC. Il faut savoir que le CIC, pour ceux notamment qui sont à l'extérieur du Canada, c'est une organisation à but non lucratif qui a une présence dans plus de 20 villes au Canada et qui a pour mandat, l'une de ses missions, c'est d'engager les citoyens canadiens dans le développement de notre politique étrangère. Donc, avant d'être au CIC, M. Roswell était un diplomate canadien pendant de très nombreuses années. Il était un expert sur les enjeux de sécurité. En 2003, il a été le premier envoyé diplomatique du Canada en Irak après la chute de Saddam Hussein. Par la suite, après une année comme chef adjoint de la mission canadienne à Kaboul, il a servi à la tête de l'équipe de reconstruction provinciale de l'OTAN à Kandahar en 2009 et en 2010. M. Roswell a terminé sa carrière diplomatique comme ambassadeur du Canada au Venezuela de 2014 à 2017. Il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et sa conférence a pour titre « Le Canada en Afghanistan, un bilan de l'exercice du pouvoir ». Bonjour, M. Roswell, merci d'être avec nous. Merci beaucoup et félicitations de cette conférence. Félicitations aussi pour le réseau d'analyse stratégique. Je suis ravi que vous avez monté ce réseau. Nous sommes membres fiers du réseau aussi. Je pense que le réseau a déjà amené une amélioration nette au niveau d'analyse dans le débat public sur la politique étrangère et la sécurité internationale au Canada. Alors, un grand merci. Merci à Jonathan d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui et au général Giguère. On s'est connus en Afghanistan. Nous étions ensemble là sur place à Kandahar lors de mon temps là. Monsieur Roswell, j'ai oublié de mentionner que vous allez nous faire une présentation peut-être pour 30 ou 40 minutes, le temps que vous voudrez. Par la suite, il y aura cette période de questions avec les gens qui sont présents. Il y a près de 100 personnes qui sont connectées actuellement. Donc, allez, je vous laisse parler. Je ne vous interromps plus. OK. Et j'aimerais aussi expliquer que j'avais donné mes paroles en français. For the anglophones that are here in the audience. Donc, pour les anglophones qui sont dans l'auditoire, ça me fera plaisir de répondre à vos questions en anglais si vous le voulez à la fin. Mais je tiens pour acquis que les francophones vont comprendre l'anglais. Je vais faire ce sacrifice cette fois-ci. Le Canada, dans mon discours, je sais que la conférence porte sur les grandes puissances et le Canada, évidemment, n'est pas une puissance, mais l'élément qui va unir mes propos avec celle de la conférence sera le concept du pouvoir. C'est un concept qui n'est pas utilisé autant dans la politique étrangère du Canada, du moins au niveau officiel. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que le monde a beaucoup changé. Nous sommes dans une ère internationale dans laquelle la compétition géostratégique, géopolitique, prennent plus d'ampleur. Et je pense que les Canadiens s'inquiètent. Ils s'inquiètent de notre capacité de continuer à défendre nos intérêts et de protéger notre sécurité et d'avancer notre prospérité. Et je pense qu'ils ont raison, parce que l'ordre international basé sur les règles, le fondement de toute la politique étrangère du Canada depuis 3 générations, est en péril. Et ça va prendre notre pouvoir comme nation, comme État, de faire valoir nos intérêts. Il faut en parler plus explicitement. Il va falloir en accroître notre pouvoir
et de l'exercer de manière beaucoup plus explicite. Alors, la thèse que je vais avancer lors de cette discussion, c'est que notre mission en Afghanistan, de 2001 à 2014, était un exercice du pouvoir canadien et qu'on devrait penser à la mission dans ces termes-là. Et qu'en quelques parties, on pourrait même le considérer un succès. Vers la fin de ma présentation, je vais expliquer quelle partie devrait être considérée un succès. Je ne nie pas la misère humaine qui demeure en Afghanistan maintenant, y compris à Kandahar, là où on a dévoué tant de nos ressources, tant de nos efforts et tant de nos vies pour un résultat qui demeure très très loin de ce qu'on espérait pour le peuple afghan. Je vais commencer avec une définition du pouvoir. Alors, je vais utiliser celui de Joseph Nye, qui est le grand apôtre de l'internationalisme libéral, mais je pense que c'est approprié parce que c'est ce cadre théorique dans lequel s'inscrit la tradition de la politique étrangère canadienne. L'État canadien pense dans les termes d'internationalisme libéral. Joseph Nye a défini le pouvoir comme la capacité d'influencer le comportement des autres afin d'obtenir notre objectif ou nos objectifs. En anglais, power is the capacity to... En anglais, le pouvoir est la capacité d'influencer le comportement des autres afin d'atteindre nos objectifs. Comme la contribution à l'effort international de stabiliser, de reconstruire l'Afghanistan entre 2001 et 2014. Ce n'est pas la totalité de l'engagement du Canada en Afghanistan, mais je vais parler particulièrement dans notre contribution à la sécurité internationale. Alors, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité d'influencer les autres afin d'obtenir un objectif. Quel est l'objectif que le Canada voulait atteindre dans la mission en Afghanistan? Et je crois que ça découle de notre objectif primordial dans les relations internationales depuis la Deuxième Guerre mondiale, et c'est l'établissement et la défense d'un ordre international basé sur les règles. Si nous examinons le contexte de 2001, lors du début de la mission canadienne en Afghanistan, il y a un pouvoir, une hyperpuissance, dans la terminologie de l'époque, c'est les États-Unis. Et après le 11 septembre, il y a eu une menace à la sécurité, la paix et la sécurité internationale primordiale, surtout pour les États-Unis, mais en vue de leur primauté dans le système international. Tout l'ordre international était bousculé par un attentat contre New York et Washington en 2001. La communauté internationale entière se mobilise pour confronter cette menace à la paix et la sécurité internationale, y compris le Canada. Mais la question stratégique à l'époque, selon la perspective canadienne, c'est si la réponse à cette menace, la paix et la sécurité internationale, allait se procéder par le biais et en respect de la droit international, des règles, de ce ordre international basé sur les règles et de la loi internationale, ou si ça allait se faire de manière hors de ces contraintes. Alors, l'objectif principal pour le Canada était d'assurer que la réponse se fera de manière collective et selon la Charte des Nations Unies et selon l'ordre international, et pour, de ce fait, de renforcer cet ordre international. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? C'est un appel du Premier ministre du Canada, Jean Chrétien, au président américain à l'époque, avec une promesse de livrer tous nos ressources, tout ce qu'on allait contribuer à répondre de manière collective à cette menace. Alors, je pense que pour nous, la question clé, c'était si on pouvait convaincre les Américains de poursuivre cette réponse dans les règles et dans le contexte des institutions afin de renforcer l'ordre international. Ça, c'était le comportement de l'autre qu'on allait influencer avec nos ressources. Quelles sont nos ressources? Je vais parler de 3 catégories. Nos ressources politiques, nos ressources militaires et nos ressources financières et économiques.
Commençons donc avec les outils politiques. Et là, je vais parler de la diplomatie dans un terme plus large, c'est-à-dire la volonté de l'État et la capacité de l'État de déclarer ses intentions et de marier ses ressources ou de déployer ses ressources pour faire avancer ses objectifs. Alors, le premier étape très, très important dans la diplomatie, un acte qui est tout à fait d'origine canadienne et historique. Je pense que c'était 2 jours après le 11 septembre. Alors, on parle du 13 septembre, une déclaration sans précédent dans l'histoire de l'OTAN, cette alliance créée pour défendre, pour une défense collective de tous les membres, basée surtout sur un article 5 dans lequel les pays membres s'engagent à défendre les autres. S'il y a une attaque contre un, c'est une attaque contre tous. Jamais mis en application avant le 13 septembre. C'est mis en application suite à l'attentat contre les États-Unis et c'est l'ambassadeur canadien, David Wright, notre ambassadeur auprès de l'OTAN à Bruxelles à l'époque, qui propose l'invocation de l'article 5. Le sens de cette déclaration, c'est que l'attaque contre les États-Unis, on le considère comme une attaque contre le Canada. Et la guerre, depuis le 13 septembre, c'est notre guerre à nous, pas seulement ceux des États-Unis. Une décision politique de très grande importance. Mais dans une mission assez longue, il y a eu plusieurs moments de décision dans lesquels le Canada a continué à maintenir sa position sur la primauté de la mission en Afghanistan dans la politique internationale du Canada. Alors en 2002, suite au renversement du Taliban et de l'arrivée au pouvoir de nouvel gouvernement, éventuellement avec Hamid Karzai comme chef, nous avons envoyé une groupe de bataille en Afghanistan. En 2004, nous avons accepté le commandement de la mission de l'OTAN, ISAF, c'est-à-dire la Force internationale d'assistance à la stabilité, avec le lieutenant général canadien à l'époque qui prennent le leadership. En 2006, lors d'un retour des talibans et d'une montée de violence dans le sud de l'Afghanistan, nous prenons la tête de la mission de l'OTAN dans cette province, le cœur, le quartier général plus ou moins des talibans, avec un accroissement de notre contribution avec toute une groupe de bataille. Et rendu à son zénith en 2008, une contribution à l'aide au développement très, très importante de 300 millions d'années. Et même en 2010, lorsqu'on avait passé presque une décennie, on a décidé de continuer quand même en Afghanistan. Avec la fin de notre mission de combat, on l'a converti dans une mission de formation de l'armée nationale afghane. Alors, pendant une période de plus d'une décennie, il y a des décisions après décisions de maintenir la priorité sur l'Afghanistan, ce qui est rare en politique étrangère, d'établir une priorité, de se maintenir à cette priorité déjà rare, mais encore plus pour un pays qui ne peut pas être plus loin du Canada, ni de façon géographique, culturelle, sociale ou économique. Nous avons quand même maintenu une priorité pendant très, très longtemps. L'autre manière d'explorer ou d'examiner les outils politiques qu'on a mis à l'avance pour la mission en Afghanistan, c'est la réorganisation du gouvernement du Canada afin de livrer cette priorité dans chacun des grands ministères internationaux, ministère des Affaires étrangères, de l'ACDI, autant éventuellement du conseil privé. On a établi des groupes de travail, des task force énormes avec des douzaines et des douzaines d'employés. Pour un seul pays, on a établi un sous-ministre adjoint, un sous-ministre sans qualification, juste un sous-ministre dédié à l'Afghanistan seulement. C'est sans précédent dans l'histoire du Canada et un comité du cabinet. Passons donc aux outils militaires, donc ceux qui ont eu le plus de profil. Au long des 13 ans que le Canada était
avait cette contribution à la mission de l'OTAN en Afghanistan. 40 000 soldats ont passé par l'Afghanistan, c'est-à-dire à peu près la moitié de tous les soldats au Canada ont passé leur temps en Afghanistan. Nous avons commencé depuis le début, au tout début de l'invasion américaine en 2001, quelques semaines après les attentats du 11 septembre. Il y avait des forces spéciales canadiennes côte à côte avec les Américains. En 2002, ce groupe d'infanterie, en fait, il y avait un déploiement pour Operation Enduring Freedom, c'est-à-dire l'invasion américaine, et cette nouvelle mission ISAF avec plus de 2000. Le groupe de bataille envoyé en 2004 et en 2006 toute une division de l'armée. Éventuellement, il y avait une limite imposée par le gouvernement de 3000 soldats à un seul point, mais de temps en temps, on l'a même excédé. Alors, c'était une très, très grande contribution militaire. C'était la première mission de combat depuis la Corée et a eu un effet transformateur sur les forces canadiennes. Éventuellement, avec la mission de formation de l'armée nationale afghane basée à Kaboul, on avait quand même quelques douzaines jusqu'à 100 soldats là sur place. Et nous avons payé le prix. Nous avons payé le coût ultime avec 158 soldats morts en Afghanistan. En plus de ces soldats morts, à peu près 2000 blessés. Et un des grands changements dans la guerre moderne, c'est que les soldats peuvent se faire blesser de manière très, très grave, mais quand même survivre grâce aux avancées dans la médecine déployée dans des zones de combat. Alors, parmi ces 2000 blessés, on parle des blessures très, très importantes et parmi plusieurs permanents. Un autre aspect de la guerre moderne, on compte aussi les victimes après la fin du déploiement par la suicide, un grand problème dans les forces armées partout dans le monde. Dans les 20 ans, depuis le début de notre mission en Afghanistan, les forces canadiennes ont perdu 175 personnes, anciens soldats, au suicide, et beaucoup d'entre eux ont été déployés en Afghanistan. Il y a eu aussi un diplomate mort, 4 employés d'aide au développement et un journaliste. Alors, le coût humain de notre mission en Afghanistan était très, très important. Si on parle des ressources financières que nous pouvons livrer afin d'exercer le pouvoir du Canada, la mission a coûté 18 milliards de dollars. Je pense que ça réfère à tous les 20 ans, pas seulement les 13 qui sont mon objectif principal ici. Si on parle de l'aide au développement, on a dépensé presque exactement 1 milliard de dollars dans ces 20 ans. Si on regarde toute la mission depuis 2001, c'est surtout des programmes d'égalité hommes-femmes, l'éducation, l'agriculture et la protection des femmes contre la violence. Dans la période que moi j'étais là, on avait un programme de 300 millions pour l'Afghanistan, dont la moitié, 150 millions, dépensés à Kandahar, une province qui est assez petite, presque sans économie. Alors c'était vraiment un montant énorme de ressources financières. On avait 3 grands projets à l'époque. C'est la reconstruction du barrage d'Ala, qui était la source de presque tout l'eau pour un secteur agricole qui dépendait à 100% sur l'irrigation. L'élimination du polio et la construction de quelques douzaines d'écoles, surtout pour l'alphabétisation des femmes. Lors de notre arrivée en 2001, il y avait seulement 9% des femmes à Kandahar qui étaient alphabètes, ça a subi à 61% durant la période que nous étions là. Alors voilà les 3 catégories de ressources qu'on a mis pour faire valoir notre objectif d'assurer une réponse collective à cette menace à la sécurité, la paix et sécurité internationale. Alors, pour mon analyse, maintenant, je vais tirer sur mon expérience personnelle là, en Afghanistan. Entre 2008 et 2010, alors dans cette très, très longue mission, je n'étais pas là pendant toute la période, mais j'étais quand même là à la mi-point. Et ces 3 ans, 2008 à 2010, représentaient aussi le zénith de l'engagement du Canada à l'époque.
C'est là où on avait le plus grand nombre de troupes sur place, le plus grand nombre de diplomates et le programme d'aide au développement le plus important. J'ai servi en 3 rôles. Le premier, c'était au bureau du conseil privé où j'étais conseiller sur des questions internationales pour le comité qui appuie le comité de priorité et planification. En anglais, on dit Plans and Priorities, et c'est le cabinet décisionnel, le comité décisionnel du président géré par le premier ministre. Et mon rôle, c'était de préparer le premier ministre pour, lorsqu'il présidait cette comité, pour la prise de décision du gouvernement du Canada sur tout ce qui touchait sur les questions internationales. Et en 2008, c'était l'Afghanistan. Ça occupait plus de 50% de toute l'attention dont consacrait le cabinet aux questions internationales était dominé par l'Afghanistan. Par la suite, j'ai été nommé chef adjoint de mission à Kaboul, c'est-à-dire le numéro 2 de l'ambassadeur. À cette époque-là, une ambassade assez grande, on parlait de 90 employés. Alors, mesuré dans les termes d'employés canadiens, les 45 Canadiens qui étaient là, c'était la 7e ambassade du monde. Ce qui était assez surprenant. Et la troisième position, après mon année à Kaboul, j'étais promu à une position de quasi-ambassadorielle en Afghanistan, à Kandahar. Le titre était représentant du Canada à Kandahar suite à la réponse du gouvernement au rapport Manley, de John Manley de 2007. On avait établi une grande mission civile pour accompagner la mission militaire avec 80 diplomates, experts en aide au développement, police, pour former la police afghane et autres experts civils, sous la direction de cette position senior appelée en anglais Representative of Canada in Kandahar. Et c'est surtout dans cette année que j'ai passé à Kandahar, entre été 2009 et été 2010, où il y a eu 3 moments dans lesquels je pense qu'on a démontré, où il y a eu un test de notre capacité d'exercer le pouvoir comme État. Le premier, c'est plutôt symbolique de plusieurs incidents là où on a perdu des vies. Mais dans l'année que moi j'étais à Kandahar, l'incident le plus sérieux, le plus meurtrier, c'était le 30 décembre 2009. C'était une mission, une compagnie de soldats avec 2 civils, qui avait pour objectif d'engager la population dans la région de Dand, qui était au sud de Kandahar, un village, une petite communauté au sud de Kandahar, où nous étions en train de mener un programme d'aide aux gouvernances et de reconstruction, de développement pour le gouverneur de ce district, une expérience très, très importante dans la mission canadienne à l'époque. Et c'était traditionnellement livré par les agents militaires appelés CEMEC, c'est-à-dire les experts en relations civiles militaires. Mais lors de cet accroissement de la mission civile à Kandahar, nous avons aussi fait venir un très grand nombre de diplomates professionnels, des experts dans les cultures et les systèmes politiques des autres pays. Et une de mes décisions comme chef de mission, c'est d'assurer que ces experts politiques sortaient de notre base de manière quotidienne afin d'engager la population afghane, afin d'avoir une meilleure idée de ce que pensent les gens de Kandahar. Quelles sont leurs préférences, quelles sont leurs craintes, quelles sont les inquiétudes. Est-ce qu'ils appuient le gouvernement? Est-ce qu'ils appuient le Taliban? De vraiment comprendre le pays dans lequel on était tellement insérés. Alors ça, c'était la mission du 30 décembre. Nous avions dans ce convoi des agents de CEMEC, des forces canadiennes. Nous avions un diplomate canadien, quelqu'un qui venait, dont la famille venait du Pakistan, alors qu'il avait une très bonne connaissance de la culture et même de la langue.
et un journaliste du Herald de Calgary. Lorsqu'il passait de l'équipe de reconstruction provinciale, notre base au centre de Kandahar, à Dand, le convoi passait par une zone rurale, une route rurale, et à un certain point avait passé au-dessus d'un caniveau de drainage qui était rempli avec 110 km d'explosion. Et lorsque c'était détonné, probablement par un téléphone cellulaire, le véhicule blindé qui était directement au-dessus du caniveau à l'époque a sauté, on pense que c'était à peu près 30 mètres dans l'air et a tombé à l'envers. Il y avait 10 personnes dans cette véhicule blindé et d'un coup, 5 sont morts. Et les autres 5 blessés de manière très très grave. Les morts étaient George Mioch, un sergent de 28 ans d'Edmonton, Zachary McCormick, un corporal de 21 ans aussi de Edmonton, le sergent Kirk Taylor de 28 ans de Yarmouth et le soldat Garrett Chidley en Ontario et le journaliste du Herald, Calgary Herald. Elle s'appelait Michelle Lang, elle avait 34 ans à l'époque et c'est le premier journaliste canadien mort dans une zone de combat. Parmi les blessés, il y avait 4 soldats et un de mes employés, un diplomate de 26 ans qui a perdu sa jambe. Et pour offrir un aperçu du sérieux des blessures des Canadiens et des Canadiennes qui ont servi en Afghanistan, pour récupérer ça lui a pris une vingtaine de chirurgies. Dans les 2 ou 3 ans qui sont passés. Elle est de retour au service extérieur maintenant. C'est une employée remarquable qui fait de très bon travail. Mais c'était un moment très difficile pour tous dans la mission. J'ai quand même eu l'occasion de gérer plusieurs équipes de diplomates canadiens dans des zones très très dangereuses, à Bagdad entre 2003 et 2005. À Kaboul, Kandahar, au début de ma carrière à Mogadishu et vers la fin à Caracas, une zone qui n'était pas zone de guerre, mais quand même une zone dangereuse, mais avec une très très grande mission du Canada à l'époque. Et comme chef de mission, j'exerçais ce qu'on appelle dans le service extérieur la responsabilité de protéger, le devoir de protéger. En anglais, c'est the duty of care, qui est une responsabilité légale de gérer, d'observer, de mesurer, de gérer les risques vers le personnel et de juger l'importance de la mission, de pouvoir mettre en équilibre les objectifs du gouvernement du Canada, de faire avancer nos intérêts et de protéger notre personnel. Ce que j'ai observé dans toutes mes missions, c'est que lorsqu'il y a un risque élevé, il faut mesurer donc l'importance à la mission. Et de plus en plus, maintenant, je trouve que les risques sont trop élevés. Là, dans les calculs du gouvernement du Canada, les risques sont trop élevés. L'objectif de la mission n'est pas assez élevé. Et c'est pour ça qu'on a fermé l'ambassade à Caracas éventuellement. On a fermé l'ambassade à Téhéran, on a fermé l'ambassade à Damas, on a fermé l'ambassade à Kaboul en 2021. Parce que ces calculs internes, les autres instances du gouvernement du Canada ne jugent pas la mission assez importante de mettre notre personnel en péril. Mais ce n'était pas du tout le cas le 30 décembre 2009. Nous avons pris toutes les mesures possibles de protéger notre personnel, sauf de les garder seulement à la base militaire, de ne pas leur permettre à sortir. La décision que j'ai prise comme chef de l'équipe, en consultation avec les militaires, évidemment, avec toute la protection offerte par les forces canadiennes, c'était de faire sortir notre personnel de la base militaire quelques jours plus tard. Moi, je suis allé personnellement avec une directrice générale, Alyssa Goldberg, qui était de visite, et on est accompagné, protégé par les forces canadiennes. On a marché à pied dans la Gros Bazar de Kandahar. Et on a continué la mission par la suite. Et c'était une décision qui a
qui avait tout l'appui de la haute gestion à Canada, à Ottawa. Alors, même lorsqu'il y avait la pire démonstration de la risque dans laquelle on mettait notre personnel à l'époque, on n'a pas hésité de continuer la mission. Et je pense que c'était une démonstration du sérieux du Canada à l'époque, du gouvernement, de l'État du Canada, de continuer à opérer. Non seulement de mettre les soldats dans des positions très, très dangereuses, mais aussi les civils, parce que la mission était tellement importante. Le deuxième moment dans lequel on a eu une test du pouvoir du Canada, c'était l'arrivée en masse des troupes américaines. Là, en 2009, on a un nouveau président aux États-Unis, c'est Barack Obama, qui est venu au pouvoir en dénonçant la guerre en Irak, mais en voulant réussir en Afghanistan. Après quelques mois de réflexion stratégique, il a décidé d'envoyer 35 000 soldats additionnels en Afghanistan. C'est le surge de Barack Obama. De ces 35 000, la grande partie sont allés au sud de l'Afghanistan, là où la guerre était, et de cette grande partie, la majorité sont allés à Kandahar. Alors là où nous étions, avec nos 3 000 soldats, les Américains ont envoyé 10 000 soldats dans la même année que moi j'étais là. Et avec tous ces soldats, il y avait aussi tous leurs civils, tous leurs diplomates du département d'État, tous leurs employés du USAID, et toutes leurs ressources financières. Et là, c'était un défi pour nous, parce que nous, ça c'était notre partie de la mission de l'Afghanistan, c'est le Kandahar. Nous étions responsables pour tous les pays de l'OTAN, de la sécurité, du développement et du gouvernance, de l'aide aux gouvernances de cet État. Alors, avec l'arrivée de 3 fois le nombre de soldats américains comparé à nos forces armées, avec tant de diplomates et tant d'employés du gouvernement des États-Unis. Bon, d'habitude, les Américains se gèrent eux-mêmes, ils s'occupent d'eux-mêmes, ils établissent leur propre présence, n'est-ce pas, leur propre mission, mais ça aurait été un désastre pour le Canada et probablement pour l'Afghanistan d'avoir 2 missions de deux pays importants de l'OTAN sur place. Alors, après des mois et des mois de négociations, nous avons réussi à intégrer la mission de manière très, très étroite. Pour parler seulement du côté civil, de laquelle moi j'étais responsable, on avait réussi à convaincre les Américains d'envoyer leur personnel à l'équipe de reconstruction provinciale, dont j'étais le chef à l'époque, et de les intégrer dans notre équipe. Alors, on avait une équipe combinée de plus de 100 civils, canadiens et américains, dans une seule commande d'autorité. L'équipe d'aide au développement était complètement intégrée dans une seule... plusieurs bureaux, mais ensemble, USAID et SIDA côté à côté, l'ACDI. Même chose pour nos experts en communication, nos policiers et nos agents politiques. Je pense que c'était l'intégration entre 2 gouvernements alliés la plus étroite à une grande échelle depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que c'était une réussite à un niveau micro de ce qu'on essaie d'accomplir au niveau macro, c'est-à-dire d'assurer une réponse collective à une menace à la paix et la sécurité internationale par le biais des institutions partagées entre le Canada, les États-Unis et autres. Le troisième moment décisif pour le pouvoir du Canada, c'était la confrontation avec la corruption. Là, nous avions beaucoup de diplomates sur place, en train de parler avec des Afghans, de savoir qu'est-ce qui se passait, quelle était leur perspective, et une vision assez claire de ce qui se passait est sortie de ces consultations, qu'il y avait une perte totale de confiance dans le gouvernement de Karzai, une perception que le gouvernement était totalement corrompu, qu'il n'y avait pas un état de droit sur place, qu'il y avait des préférences accordées aux tribus alliées avec Karzai, avec les communautés alliées, mais pas envers la population générale. Il y avait des abus de pouvoir dans la police, dans les cours et dans les prisons, et qu'il n'y avait aucune comptabilité pour le gouvernement Karzai. C'était déjà une province dans laquelle Karzai n'était pas très populaire au début. C'était quand même le centre de pouvoir des talibans. Mais c'était clair qu'il y avait un problème de corruption.
Et nous avons dédié beaucoup de notre temps là, sur place, de convaincre le reste de du communauté internationale de prendre la corruption au sérieux et de confronter le président Karzai, parce que non seulement il était président du pays, mais c'était son frère cadet, Ahmed Wali Karzai, qui exerçait le pouvoir informel en Afghanistan. Il avait un poste formel comme président du conseil provincial, mais il était plus ou moins le capo de Kandahar. C'était le chef de toute l'entreprise, légale et illégale. Il avait ses propres forces armées, il avait ses propres prisons même. Et c'était les abus de Ahmad Wali Karzai qui avaient pour résultat la perte de confiance du peuple Kandahar dans l'État afghan dont son frère était le chef. Alors, on a réussi à convaincre le chef de la mission de l'ONU, le chef de la mission de l'OTAN, les ambassadeurs américains, canadiens et britanniques, tous d'aller ensemble confronter le président Hamid Karzai pour dire qu'il fallait enlever ton frère Ahmed Wali Karzai de Kandahar. Et il a dit non. Il a refusé carrément. Il a calculé que ces pays occidentaux avaient plus besoin de lui qu'il avait besoin d'eux. Et c'était un gros pari du part de Karzai, mais les chefs de cette mission de l'OTAN, de la mission internationale, a plus ou moins accepté la position. Et ça c'était la fin de l'affaire. On a continué à travailler de près avec Ahmad Wali Karzai à l'époque. Alors ça, c'était un échec. Je pense que c'est de ces trois incidents, notre résolution en face de la perte de vie dans notre mission, notre capacité de convaincre les Américains d'intégrer avec nous sous un pouvoir décisionnel canadien étaient des succès, mais on a échoué carrément à confronter la corruption. À mon avis, ça c'était la raison pour laquelle le gouvernement a éventuellement tombé lorsque la mission de l'OTAN s'est terminée. Les Américains ont retiré leurs troupes en 2021. On a vu qu'il y avait très peu d'appui pour le gouvernement démocratiquement élu à l'échelle internationale. Et je crois que ça représente un échec envers les responsabilités que nous avions envers les Afghans. Alors, pour mettre fin à mon bilan et de passer à des conclusions, je vais commencer avec une première constatation que, d'une part, le Canada peut exercer le pouvoir. Nous avons un objectif. Ce n'était pas l'objectif principal n'était pas les droits de la personne en Afghanistan, c'était de renforcer la stabilité du système, de l'ordre international basé sur les règles, d'assurer une réponse collective à une menace à la paix et la sécurité internationale. La décision d'amener une contribution importante à la mission en Afghanistan en compagnie de beaucoup plus d'autres d'alliés, a assuré que la réponse internationale à l'Afghanistan était sous l'égide de l'approbation du Conseil de sécurité, donc légal dans les termes du droit international, et menée par une alliance de démocratie. Il faut admettre que l'invasion américaine de l'Irak, 2 ans plus tard, va en contresens. Ça, c'était un effet de miner l'ordre international basé sur les règles, parce que les Américains ont ignoré les règles, que ce n'est pas légal, ce n'est pas justifiable d'envahir un pays avec des forces militaires sans approbation de l'ONU. C'était une violation de la souveraineté de l'Irak, et je pense que ça a donné un signal à d'autres grandes puissances qu'ils pouvaient aussi abuser des règles du système international. Ceci dit, l'engagement du Canada en Afghanistan a duré 13 ans. Alors, si on regarde au fil de tous les 13 ans, oui, il y a eu une période de quelques années dans laquelle une action américaine en Irak a opéré en contresens de notre objectif. Mais on a décidé non seulement de rester en Afghanistan, sinon de redoubler nos efforts dans la bonne guerre, la guerre légale, la guerre légitime,
enfin d'offrir un contraste avec la guerre illégale et l'erreur stratégique massive qu'avaient commis les Américains en Irak. Voilà pourquoi nous avons dédié tant d'efforts à Kandahar, la région la plus dangereuse de l'Afghanistan. Et rendu 2007, et surtout 2008, lorsqu'ils ont élu un président qui dénonçait la guerre en Irak, je pense qu'éventuellement les Américains se sont venus de retour à un respect des règles du système international et de l'usage de la force. Et durant toute la période de Barack Obama, alors ça rentre beaucoup plus loin, après la fin de notre mission canadienne en Afghanistan, que nous avons réussi à renforcer la crédibilité de l'Alliance et l'intégrité des règles internationales sur l'usage de la force. Et c'est pour ça que je constate que le Canada a réussi à faire valoir son objectif. Nous avons exercé notre pouvoir de manière qui a atteint l'objectif principal, même si on n'a pas atteint d'autres objectifs. Je vais offrir une deuxième constatation, c'est que la mission en Afghanistan a aussi démontré les limites de notre pouvoir. C'est certain qu'une fois qu'on a dépassé plus de 100 morts, je pense que c'est aussi en 2007 qu'on a eu plus de 100 morts, que le coût de la mission a commencé à élever à des niveaux qui étaient difficiles pour le Canada à accepter. 2007, c'est aussi l'année dans laquelle on a vu quelques grandes erreurs dans la mission. Le traitement des prisonniers envoyés à des prisons afghans après d'avoir été capturés sur le champ de bataille et la pratique de torture dans ces prisons, je pense, était une démonstration de notre manque d'expérience à comment opérer dans des missions de combat, de pouvoir maintenir les normes internationales et résulter avec une perte d'appui national parmi la population canadienne. Il y a aussi une tension entre les différentes parties du gouvernement, entre la force canadienne au niveau politique, entre les ministères civils. Alors là, en 2007, on commençait à voir les coûts de la mission en Afghanistan. Je pense cependant qu'en 2007, on commençait à voir que les bénéfices avaient déjà été atteints, c'est-à-dire avec la réponse collective, la menace d'Al-Qaïda et la gestion de l'Afghanistan, avec l'échec des Américains en Irak et la réalisation de la population américaine et éventuellement du gouvernement américain que l'approche qu'ils ont menée en Irak était une erreur, que nous avons atteint notre objectif principal d'assurer les règles du système international. Et à partir de 2007, les coûts de la mission commençaient à excéder les bénéfices. Je pense que ce n'est pas une coïncidence que le Premier ministre Harper, en 2007, demande à John Manley de prendre la tête d'une révision de la mission. Et dans la réponse au rapport Manley, qu'il établit une date limite à la mission. En 2008, on annonce qu'on va partir en 2011. On va mettre fin à notre mission de combat en 2011 et on a justement terminé notre mission de combat en 2011. On a continué la mission pendant quelques années après, mais à partir de 2007, le Canada prend la décision de sortir de l'Afghanistan. Alors, pour terminer ma conclusion, j'espère que vous aurez quelques questions pour moi. Une leçon, le Canada est capable d'exercer le pouvoir. Deuxièmement, il y a des limites de notre capacité. Il faut travailler sur ces limites. Mais quand même, on a démontré une capacité d'identifier une priorité, d'accorder toutes nos ressources comme pays à atteindre. Nous avons démontré une capacité de la classe politique de maintenir cette priorité pendant plus qu'une décennie. Il n'y avait pas de grande polarisation entre les partis politiques au Parlement du Canada. Et je pense que la plus grande surprise pour le gouvernement, c'était le niveau et l'ampleur de l'appui public pour cette mission dangereuse, très très loin de nos frontières avec un pays avec lequel on avait très peu d'expérience.
Alors oui, le Canada peut s'engager de manière importante dans le système international, dans la protection non seulement de nos intérêts, mais de l'ordre international basé sur les règles. L'autre leçon, c'est que lorsqu'on veut à tout prix se retirer, nous n'allons pas réussir à amener la stabilité à un autre pays. Nous avons renforcé l'intégrité de l'Alliance, nous n'avons pas stabilisé l'Afghanistan, en quelque partie parce qu'on ne voulait pas confronter la réalité de l'Afghanistan, de la corruption du gouvernement Karzai et de la comptabilité envers sa propre population. Je pense que nous n'avons pas pris état de notre rôle comme joueur politique en Afghanistan avec tous nos troupes, avec tous nos ressources qui appuyaient un côté du débat politique. On n'a pas pris la responsabilité d'assurer qu'on mette fin à la corruption et qu'on fait valoir l'état de droit et les droits de la personne. Alors nous avons réussi pour l'objectif du Canada et nous avons échoué pour les Afghans. Ça, c'est ma conclusion de la mission en Canada. Une réussite pour le Canada et un échec pour l'Afghanistan. J'espère que la prochaine fois, et j'espère qu'il y aura une prochaine fois qu'on génère la volonté politique de faire une contribution aussi importante comme l'Afghanistan, mais ailleurs, lorsqu'il y a des menaces, et il y en a déjà, qu'on le fera de façon aussi sérieuse qu'on l'a fait en Afghanistan, mais que cette fois-ci, on sera prêt à le faire de manière continue, de rester avec nos partenaires là sur place pendant tout le temps que ça prend d'amener la stabilité et la sécurité pour eux. Je vais terminer là et prendre vos questions. Merci infiniment, Ben, pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant d'entendre quelqu'un qui a participé à cette intervention. Évidemment, moi, comme prof d'université, j'ai un regard extérieur, mais d'avoir quelqu'un qui était à l'interne, ça nous amène une perspective différente, du moins de mon point de vue. J'inviterai aussi le brigadier général Richard Giguère à intervenir un peu plus tard s'il le souhaite. Parce qu'il a fait 2 tours en Afghanistan. Ça a été un rôle important qu'il a joué là-bas. Mais rapidement, Ben, j'aurais peut-être 3 petites questions pour vous par rapport à ce que vous nous avez dit. Premièrement, est-ce que vous considérez que les gouvernements canadiens, de Jean Chrétien jusqu'à Stephen Harper, ont échoué à bien expliquer la mission canadienne aux Canadiens? Est-ce qu'il y a eu une faiblesse pédagogique de nos gouvernements? Parce que l'impression qu'on a, c'est qu'au cours des premières années de l'intervention et jusqu'à la décision d'intervenir à Kandahar qui a été prise en 2005, les Canadiens pensaient qu'on faisait du peacekeeping. Oui. Plusieurs d'entre eux avaient l'impression qu'on faisait un peu ce qu'on a fait à Chypre ou ailleurs dans le passé. Et que le jour où les soldats canadiens sont mis à revenir au pays dans des cercueils, donc 2005, 2006, 2007, où les choses se sont vraiment intensifiées, tout à coup, on a réalisé que ce n'était pas ça. Et donc, est-ce que les gouvernements ont bien expliqué les tenants et les aboutissants de cette guerre-là du Canada? Ça, c'est la première question. La deuxième question, lorsque vous nous parlez des objectifs du Canada, vous concluez que c'est un succès pour le Canada, mais pas un succès pour les populations afghanes. Je comprends très bien. Mais je ne dirais pas les cyniques, mais certaines personnes qui ont observé la situation diraient que notre objectif premier, c'était d'être un bon allié de Washington et un bon allié de l'OTAN. Et donc, les moyens qu'on a déployés dans cette guerre en Afghanistan, en fait, nous ont permis de parvenir à ces fins-là. Et que la victoire en bout de ligne en Afghanistan, elle était secondaire. Alors, c'est peut-être un peu controversé parce que cette vision-là contrevient à ce dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire l'objectif du Canada, c'était d'assurer la stabilité de l'ordre international dans un contexte précis. Mais est-ce qu'en bout de ligne, ce n'était pas ça qui comptait le plus, à être avec nos principaux partenaires? Dernière question, il y a un élément qui m'a frappé dans le déroulement de cette guerre. Vous avez fait allusion à Barack Obama qui arrive donc en janvier 2009 et qui propose le surge, la stratégie du sursaut en Afghanistan. Au même moment, le premier ministre canadien Stephen Harper se rend aux États-Unis et il fait notamment une entrevue avec Fareed Zakaria, lors de laquelle il explique que
Ben, qu'on n'a plus l'intention de lutter comme on l'a fait dans le passé en Afghanistan parce que de toute façon, il n'y a pas moyen de pacifier ce pays-là. Ce pays-là a toujours été en guerre. Et donc, il annonce aux États-Unis la volonté canadienne de se retirer progressivement au moment même où Obama fait le surge. Et donc, comment ça a été interprété chez les Canadiens? Vous parlez de l'exercice du pouvoir, là. Il me semble que ça, cette idée-là de dire aux Américains, nous, on se retire, faites ce que vous voulez à un moment crucial de cette guerre-là pour les Américains, c'est un exercice de souveraineté politique aussi de la part du Canada et du gouvernement de Stephen Harper. Comment ça a été vécu par vous et par les gens qui étaient présents en Afghanistan, les Canadiens qui étaient présents en Afghanistan? Je m'arrête ici. Je serais très heureux d'entendre vos réponses. OK. Trois très bonnes questions. Je vais commencer avec l'erreur de communication et je suis tout à fait d'accord que le gouvernement n'a pas réussi à communiquer le vrai objectif. C'est pas que c'était secret. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas l'habitude de penser dans le terme de la géostratégie, de géopolitique et de l'exercice de pouvoir. Et c'est pour ça que je veux utiliser ce cadre intellectuel pour expliquer la mission, parce que dans ces termes-là, la mission a du sens. Mais les termes qui ont été utilisés pour justifier la mission sont les termes plus connus de la politique étrangère. C'est avancer les droits de la personne, l'égalité homme-femme, la paix. Et c'est pas que c'était pas des objectifs importants pour nous, mais si notre mission était de faire valoir la paix, il y aura beaucoup plus de conflits qui sont plus proches de nos terres qu'on aurait pu on aurait pu nous dédier. Les droits de la personne, il y en a des abus partout dans le monde. Pourquoi se concentrer en Afghanistan, l'égalité homme-femme, ça ne se justifie pas dans ces termes-là. C'était pas une confusion seulement chez le public. Moi, je trouve que c'était une confusion dans le gouvernement aussi. J'avais occasion, un an après que je suis revenu au Canada, de parler avec un ancien ambassadeur du Canada en Afghanistan. Et la question était pourquoi est-ce que nous sommes là? Et il était de l'avis que c'était la stabilisation de l'Afghanistan qui était le but ultime. Et moi, j'avais avancé le même argument que je viens de partager avec vous, c'était de renforcer la cohésion et la crédibilité de l'Alliance. Et on a eu un gros débat sur les deux, quel primait. Alors même pour des autres instances du gouvernement du Canada, il n'y avait pas cette clarité. C'est pour ça que je veux que les conclusions qu'on tire de cette expérience ne sont pas seulement d'un gouvernement ou autre, quelle décision est-ce qu'on devrait prendre face à une crise en Ukraine ou en Taïwan ou n'importe où, mais que nous adoptons comme Canadiens au niveau public de cette capacité de penser dans les termes de pouvoir, parce que ça va rendre la prise de décision plus facile et de communiquer ces décisions aux Canadiens. Si le Canada, vous indiquez une tension intéressante sur est-ce que c'est possible d'être un bon allié des États-Unis si l'Alliance en tant que telle perd dans sa mission, si je peux exprimer ta question dans d'autres termes. C'est vrai que la conclusion de mon argument, c'est que nous avons réussi parce qu'on a démontré qu'on est un bon allié. Je ne dirais pas que c'est à Washington qu'on démontre qu'on est un bon allié. C'est qu'on démontre au monde que nous sommes un allié, aux autres démocraties, et nous démontrons au monde qu'une réponse collective des démocraties peut changer, peut être très, très influent, n'est-ce pas? C'est pas qu'on est les petits frères de Washington qu'on essaie de leur plaire. C'est que c'est comme ça qu'on assure notre sécurité. C'est avec les règles du système international. Mais c'est certain que l'intégrité de l'Alliance, à laquelle on a fait une contribution importante et décisive entre 2001 et 2014, n'est pas le cas en 2022. Cette alliance n'a pas beaucoup d'intégrité maintenant, n'est pas aussi sérieux comme instrument de notre sécurité collective après la défaite en Afghanistan. Et
je ne pense pas que les Américains nous ont critiqués, sinon pas de manière publique, de leur avoir abandonné en Afghanistan. Probablement parce qu'on avait fait tellement de sacrifices, ça aurait été très difficile de le justifier. Mais les Américains sont terminés tout seuls en Afghanistan. Bon, il y avait quelques Britanniques et je pense que quelques Australiens, mais ils étaient plus ou moins. Alors là, je pense que c'est une erreur de l'OTAN. Je ne pense pas que l'OTAN était l'outil approprié pour mener une opération militaire tellement loin de l'Europe. Ça, c'était la grosse innovation de voir si l'OTAN pouvait opérer à l'échelle internationale, mais l'OTAN n'avait pas la légitimité d'opérer en Asie centrale. Un des prix que nous avons payé d'avoir utilisé cette machinerie de collaboration internationale, c'était qu'on était vulnérable à l'accusation qu'on allait imposer des opinions, des valeurs occidentales en Afghanistan. Même chez nous, nous avions tendance de penser, bon, c'est pas approprié qu'on parle des droits de la personne, l'égalité homme-femme en Afghanistan, parce qu'on percevait la mission comme une mission occidentale. Nous n'aurions jamais dû le structurer comme une mission occidentale avec une institution européenne et américaine. C'était une mission internationale pour faire valoir des valeurs internationales. Et la prochaine fois, on ne devrait pas utiliser l'OTAN hors du zone d'opération de l'OTAN pour éviter ce problème. Le troisième, comment c'était de vivre le leadership de la mission canadienne sur place lorsqu'il y avait un échéancier qu'on allait se sortir bientôt. Ça minait notre capacité. On avait quand même beaucoup de capacité parce qu'on avait beaucoup de soldats et beaucoup de diplomates et beaucoup d'argent. Alors, c'était pas... On pouvait le gérer. Mais lorsque on dit on se dirige vers la porte, tous les autres acteurs commencent à se préparer pour l'ère post-canadienne. Alors, c'est pour ça que je pense que c'était une erreur stratégique d'annoncer. On aurait dû avoir un échéancier en termes d'un État qu'on cherche, un objectif, et pas un calendrier. C'est presque toujours une erreur dans les missions militaires et stabilisation d'établir un échéancier parce que tu donnes à ton adversaire l'avantage du temps. Et j'espère qu'on éviterait cette erreur la prochaine fois. Merci beaucoup. Richard Giguère, souhaitez-vous intervenir? Il nous reste 2 minutes avant le lunch. C'est un peu serré. Oui, merci. Bonjour Ben, ça fait bien plaisir de vous revoir. Juste rapidement, parce qu'on va faire un panel là-dessus cet après-midi, là, mais vous savez, votre perspective sur est-ce que c'était la place de l'OTAN, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, je pense que l'impact qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'on a vu se déployer une OTAN à plusieurs vitesses. Vous vous souvenez des 4 secteurs, l'Afghanistan était divisé en 4 secteurs, et c'était quand même intéressant de voir où les pays de l'OTAN se positionnaient. Il y avait les secteurs du Sud qui étaient les plus dangereux. Il y avait des secteurs, et je ne veux pas minimiser là, la participation des alliés, mais c'était clair qu'il y avait des secteurs un peu plus sécuritaires en Afghanistan, vers le nord, par exemple, où certains pays étaient bien à l'aise d'être plutôt là, plutôt que dans le sud. Et vous vous souvenez aussi des différentes règles d'engagement et les national caveats, comme on dit, là, qui étaient très différents d'une nation à l'autre. Alors, d'un certain point de vue, ça a miné un peu la cohésion de l'OTAN parce que c'est pas tout le monde qui voyait le conflit en Afghanistan de la même façon. Dernière chose que je dirais, tout à fait d'accord avec vous, d'avoir, comme on dit en bonne langue de Molière, un time-base, une mission time-base, c'est-à-dire on s'en va de telle date. Tout à fait d'accord avec votre conclusion là, que c'est pas du tout utile. Au contraire, ça nuit beaucoup plus aux opérateurs qui restent sur le terrain. Merci beaucoup. Thank you very much, Ben. Thank you, Richard Giguère. This is the end of the keynote address. Again, on behalf of the Réseau d'analyse stratégique, Ben, thanks so much for
taking the time to talk to us about this important mission that. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour nous parler de cette mission très importante qui a duré 15 ans. C'est une mission très importante pour le Canada. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Et pour nous tous, nous allons maintenant prendre une pause pour le repas. Revenez, s'il vous plaît, à 13h30. Nous tiendrons alors notre deuxième panel qui portera sur l'impact de la guerre en Afghanistan, l'impact sur l'OTAN, la cessation des hostilités et son impact. Nous avons 4 membres du panel: Farrell Rufa de l'Université de Suède, Uppsala, Alexander Nolowska de l'Université de Waterloo, Annie Nasworth du ministère de la Défense nationale du Canada et Heidi Hart de l'Université de la Californie à Irvine. Donc, ce deuxième panel sera sous la houlette de Richard Giguère, brigadier général. Donc, revenez à 13h30, s'il vous plaît. Nous allons continuer à discuter de ce thème très intéressant qui porte sur l'Afghanistan. À tout de suite.